l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, vous l'avez peut-être suivi. Plusieurs nominations et ordinations épiscopales ont eu lieu ces dernières semaines en Chine, en communion avec le pape. Et selon l'accord provisoire qui a été signé entre la Chine et le Saint-Siège, c'est évidemment un moment important pour l'Église en Chine. Et ce matin, pour davantage saisir le contexte dans sa profondeur historique, notre invité, c'est le père Landry Vedrenne des Missions étrangères de Paris. Bonjour père. Bonjour. L'histoire des relations entre la Chine et le Saint-Siège est l'objet de votre thèse. Pourquoi ce choix ? Alors ce choix a été motivé en raison de mon intérêt pour la Chine et aussi des longues relations, de la longue histoire qui unit la Chine et le Saint-Siège. Aussi, un autre aspect qui m'a motivé, qui a motivé cette recherche, c'était la signature de l'accord provisoire en 2018 entre la Chine et le Saint-Siège. Avec vous, on va pouvoir mieux comprendre cette historique. Merci d'être avec nous. Pour commencer, quand débutent véritablement ces relations entre la Chine et le Saint-Siège et dans quel contexte ? Oui, il faut se remémorer que l'introduction du christianisme en Chine a été faite par Alopen et ses compagnons missionnaires nestoriens en 635 et on a une trace de la stèle de Xi'an érigée en 781, de cette stèle qui a été découverte en 1625. Ça, c'était la première trace du christianisme en Chine. De son côté, ce n'est qu'au XIIIe siècle que le Saint-Siège entre en contact avec la Chine et le pape Innocent IV nomme le franciscain Jean de Montecorvino ambassadeur auprès de la cour de Pékin. Cela signifie que ça fait depuis le XIIIe siècle que le Saint-Siège est entré en relation avec l'Empire de Chine. Et je vous demandais comment se sont nouées ces relations, quel était l'état d'esprit au début de ces relations Chine-Saint-Siège ? Oui, alors c'était à l'époque de Jean de Montecorvino. Il a été envoyé pour établir la paix dans la région et aussi l'avancée des Mongols en Europe. Si bien que Innocent IV et le roi Louis IX ont envoyé des représentants auprès de la Chine, puisque on ne pouvait pas, ce que se disaient les cours européennes et le Saint-Siège, c'est qu'on ne pouvait pas combattre la cour des Mongols, mais on pouvait entrer en relation avec eux pour mieux se comprendre et établir la paix, une meilleure compréhension entre les cours européennes, le Saint-Siège et la Chine. Et c'est comme ça que Jean de Montecorvino a été le premier envoyé en Chine. On va faire un grand Oui. saut dans le temps, puisque les archives du pontificat de Pie XII ont été récemment ouvertes. Elles ont bien sûr suscité l'intérêt des historiens qui travaillent notamment autour de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. D'un point de vue des relations avec la Chine, qui avez-vous trouvé ? Alors, c'est l'ouverture des archives du pontificat de Pie XII représente un corpus documentaire considérable. Cela Extrêmement représente précieux. 16 millions de documents sur tout le pontificat de Pie XII qui permet de renouveler l'historiographie, en particulier pour ce qui me concerne, l'historiographie des relations sino-vaticanes. Ces mêmes relations sino-vaticanes qui ont été élevées au niveau diplomatique en 1942 pendant le pontificat de Pie XII. C'est pour ça que l'annonce de l'ouverture des archives du pontificat de Pie XII a été une grande nouvelle, attendue par les chercheurs de différentes matières, ce qui permet une étude pluridisciplinaire, que ce soit en histoire, en sciences politiques, en sciences sociales, en art, et une bonne nouvelle pour renouveler l'historiographie, je le disais à l'instant. Et pour moi, cela représente des boîtes et des boîtes d'archives. Oui. Pour mieux comprendre comment se sont établis, comment a été signé cet accord diplomatique en 1942 en plein
qu'en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, de la Seconde Guerre sino-japonaise, de l'avancée des troupes communistes en Chine et aussi la guerre sino-japonaise, l'invasion japonaise, le Manchukuo, cet État fantoche qui n'a pas été reconnu par la Ligue des Nations. Voilà une période cruciale dans laquelle le Saint-Siège a signé les relations diplomatiques avec la République de Chine, menée à l'époque par le généralissime Chiang Kai-shek. Alors justement, pourquoi en 1942, au cœur de tout ce qui se passe dans le monde, pourquoi est-ce que ces relations deviennent des relations diplomatiques? Alors, c'est une question essentielle. Et la première question à se poser, c'est pourquoi pas avant? Oui, Comment ça se fait que le Saint-Siège n'a pas signé pourquoi est-ce qu'on a tant avant? attendu? Oui. Exactement. Pourquoi le Saint-Siège n'a pas signé avec la Cour impériale de Chine, ou encore pourquoi le Saint-Siège n'a pas signé les accords diplomatiques au moment de la fondation de la République de Chine, la République de Chine proclamée en 1911, et pourquoi il a fallu attendre. En fait, il y avait un obstacle qu'on appelle le protectorat français sur les missions en Chine. Qu'est-ce que ça signifie? À la fin de la première guerre de l'opium et surtout après la deuxième guerre de l'opium, la France obtient avec l'Angleterre et d'autres puissances occidentales coloniales des avantages territoriaux, commerciaux, puisque ces puissances ont gagné les deux guerres de l'opium. La France a obtenu en particulier le protectorat des missions en Chine. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que la France contrôlait l'action missionnaire et l'action de l'Église catholique en Chine. Tous les missionnaires qui arrivaient en Chine devaient passer par le bureau de l'ambassade de France, de la représentation française en Chine pour obtenir un visa. Et c'est la France qui contrôlait à la place du Saint-Siège la mission, que ce soit les missionnaires étrangers, occidentaux, ou bien les chrétiens chinois. Le Saint-Siège a voulu se débarrasser de ce protectorat pendant la période de l'Empire de Chine, et encore plus au moment de la fondation de la République de Chine. Mais la France de la Troisième République s'y est toujours opposée. Rappelons-nous, il y a eu la séparation, la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège entre 1904 et 1921, une période tendue entre le Saint-Siège et la France. En même temps, la France voulait garder ce protectorat sur les missions en Chine, mais n'avait pas de relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Période extrêmement compliquée qui s'est rétablie avec le rétablissement des relations diplomatiques entre France et Saint-Siège en 1921, si bien que le pape a pu envoyer un délégué apostolique en Chine en 1922, pas un nonce apostolique, qui est un ambassadeur, un diplomate, mais un délégué apostolique, un représentant du Saint-Père en 1922 que la France acceptera. Pourquoi il a fallu attendre 1942? Il y a eu plusieurs tentatives, mais la France a toujours posé son veto en disant non, pas d'envoi d'un diplomate, d'un nonce apostolique. En 1942, alors que la France est en perte de vitesse, et il y a aussi la Deuxième Guerre mondiale, Chiang Kai-shek ne reconnaît pas le gouvernement de Vichy, alors que le gouvernement de Vichy avait arrêté, proclamé qu'il arrêtait le protectorat français sur les missions en Chine. Mais Chiang Kai-shek s'est dit, eh bien là, il y a une opportunité. Comme le gouvernement en France n'est plus stable à cette période-là, la France libre d'un côté, la France de Vichy de l'autre, eh bien, il se dit qu'il a une marge de manœuvre pour signer des relations diplomatiques avec le Saint-Siège, et cela sera fait. Finalement, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1946, c'est le général de Gaulle, avec le gouvernement provisoire de la République française, le GPRF, qui va
arrêter hein, sur un traité avec la Chine ce protectorat des missions en Chine, si bien que le pape, en 1946, sera capable d'envoyer un nonce apostolique en Chine, hein, seulement en 1946. Et dites-nous, nous arrivons bientôt à la fin de cet entretien, mais expliquez-nous pourquoi est-ce que ces relations ont été ensuite rompues? Dans quelles circonstances? Oui, alors en 1946 arrive l'internonce, Monseigneur Ribéry, Antonio Ribéry en Chine, et en 1949, c'est la proclamation de la République populaire de Chine qui expulse toutes les représentations étrangères de Chine. Monseigneur Ribéry restera à son poste jusqu'en 1951. Vous voyez, il n'est pas parti avec les autres représentations étrangères, avec Chiang Kai-shek à Taïwan, mais Monseigneur Ribéry est resté à son poste jusqu'en 1951. Il sera expulsé de Chine et vers Hong Kong, et ensuite il ira établir la nonciature 6 mois plus tard à Taipei. Père Landry Vedrenne, un mot pour terminer. On fait des grands sauts dans le temps et ça doit être très frustrant pour un chercheur spécialiste comme vous. Mais pour terminer, dites-nous un mot sur le quotidien des catholiques en Chine actuellement, dont une partie a vécu de manière clandestine et dont la résistance avec le pouvoir communiste a suscité et suscite encore des persécutions. Quel est l'enjeu de ces relations du pouvoir chinois avec le Saint-Siège pour les fidèles aujourd'hui? Il est vrai que le gouvernement de la République populaire de Chine a créé l'association patriotique des catholiques de Chine. Aujourd'hui, depuis l'accord provisoire de 2018, il y a eu des grands pas qui ont été faits, et en 2018, pour la première fois depuis plus de 50 ans, tous les évêques de Chine, que ce soit bien sûr l'église dite clandestine ou souterraine, mais en particulier les évêques de l'église dite officielle, de l'association patriotique des catholiques chinois. Tous les évêques sont en communion avec le Saint-Père. Et ça, c'est une avancée extraordinaire. Depuis plus de 50 ans, on attendait cela, en tout cas le Saint-Père attendait cela. Il y a eu, depuis cet accord, 3 ordinations d'évêques suivant l'accord provisoire, hein, ce qui a été signifié dans l'accord provisoire entre le Saint-Père et le gouvernement de la République populaire de Chine. Donc 3 ordinations selon les modalités de cet accord. Il y a encore beaucoup de travail à faire, j'imagine, mais comme dit le pape, il faut dialoguer pour ne pas perdre le contact. Dialoguer, cela ne veut pas dire tout accepter, mais dialoguer pour mieux se comprendre de chacun des côtés de chaque partie, quoi. C'est qu'il y ait une compréhension mutuelle afin d'avancer vers un futur prospère et positif. Merci beaucoup, Père Landry Vedrenne, de nous avoir permis de parcourir comme ça ces siècles d'histoire commune, d'avoir été l'invité de KTO Radio ce matin, nous partager le fruit de votre travail de recherche historique sur les relations Chine-Vatican. Ça donne envie d'en savoir plus. Très bonne journée, Père Landry Vedrenne. Merci. Merci à vous.